Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les 13h30. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 28 octobre 2025. La RDC sera présente à la COP30 prévue du 10 au 21 novembre 2025 à Belém au Brésil. À Kinshasa, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé hier la première édition de la Semaine nationale du climat en prévision de ces grands rendez-vous mondiaux. En sport, les Léopards dames de la RDC jouent leur va-tout ce mardi 28 octobre 2025 à Johannesburg au stade Donsonville à 18h heure de Kinshasa. Voilà tout pour les titres encore une fois. Ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. La ville de Belém au Brésil va accueillir les travaux de la COP30 prévus du 10 au 21 novembre prochain. La RDC se prépare déjà pour sa participation à ces grands rendez-vous mondiaux du climat. C'est le mobile de cette première semaine nationale du climat lancée hier par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était au centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale. On fait le point avec Rachel Foutou. La République démocratique du Congo s'apprête à prendre une part active à la grande conférence climatique de Belém au Brésil. Tous les États du monde ont les yeux rivés vers la RDC qui regorge le deuxième plus grand massif forestier du monde. C'est dans l'objectif d'actualiser la feuille de route du pays solution à la COP30 que le chef de l'État a ouvert ce lundi la première semaine climatique de la RDC. Je déclare ouverte la première semaine nationale du climat. Des membres du gouvernement, d'experts et autres décideurs du secteur de l'environnement ont suivi les discours d'ouverture axés sur les atouts de la RDC en tant que pays solution. La République démocratique du Congo est et demeurera un pays solution. Cette conviction n'est pas un slogan, elle est une politique, une stratégie. Un pacte avec notre peuple et avec le monde. Cette première semaine nationale du climat doit donc être le point de départ d'un pacte d'action, assumer notre responsabilité, mobiliser nos partenaires et aligner conservation de la nature et développement pour que l'un renforce l'autre durablement, équitablement et au service de tous. Dans cet état d'esprit, notre programme national « La forêt, c'est nous » incarne notre ambition. Plus qu'un projet, c'est un espoir, un couloir vers de résilience et d'opportunités reliant provinces, communautés et générations. Il traduit notre engagement à restaurer, à protéger et à valoriser nos forêts, à créer des emplois verts décents, à soutenir les communautés locales, en particulier les femmes, les jeunes et les peuples autochtones, et à stimuler une économie respectueuse du vivant et créatrice de valeur sur notre sol. À la communauté internationale et aux bailleurs de fonds, au secteur privé et aux investisseurs responsables, je lance un vibrant appel. Venez investir dans la forêt tropicale congolaise, dans nos énergies propres, dans notre jeunesse et dans l'innovation écologique. Chaque dollar investi en République démocratique du Congo n'est pas une dépense, c'est une assurance vie pour la planète. Bien avant lui, la ministre de l'Environnement et du Développement durable et les acteurs de son secteur ont loué cette première initiative. À Belém, la RDC va se présenter avec des solutions concrètes. Au cours de cette semaine, nous voulons unir nos forces, gouvernement, société civile, secteur privé, autorités, communautés locales, ainsi que les peuples autochtones, préparer la COP avec une proposition forte et crédible qui reflète nos priorités et nos réalités, de sorte que à Belém,
le Congo et les Congolais et Congolaises parlent d'une seule voix, qu'on ne soit plus dispersés, de sorte que les éléments de langage pour toutes les composantes qui vont participer à la COP soient les mêmes. Pendant 3 jours, les participants vont travailler en panel et en plénière en vue de présenter un document plus affûté. Avec une couverture territoriale de 62%, la forêt tropicale congolaise est un véritable poumon pour la planète. Ces assises vont aussi aboutir à la mise en place du programme appelé « La forêt, c'est nous ». Le ministre délégué à la Défense nationale est en mission d'itinérance dans le Congo central. Sur place, Eliezer Tamboué a tenu une réunion de sécurité à l'état-major. Il a également visité la division urbaine des anciens combattants bien avant de s'entretenir avec le gouverneur des provinces, Grace Bilolo. D'autres détails avec Serge Merlet-Mata. Une fois arrivé sur place, dans la ville de Matadi, les cortèges du ministre délégué à la Défense nationale, en charge des anciens combattants, Eliezer Tamboué, s'est dirigé à l'état-major général des FARDC, où il a présidé durant près de 2 heures, une importante réunion de sécurité provinciale entre les officiers de l'armée et les personnels, la division urbaine des anciens combattants à la 12e région militaire. Puis après cela, Eliezer Tamboué s'est rendu à la division urbaine des anciens combattants afin de s'imprégner des conditions de travail des administratifs. Profitant de son séjour à 6 places à Matadi, le ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants a échangé avec des anciens combattants tous âgés de 91 ans. Il s'agit là des 2 vétérans qui ont combattu aux côtés des Flamands et Soudanais entre les années 60 et 65. Ils sont suivis une visite d'inspection à la concession des anciens combattants. Le ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants Eliezer Tamboué a en outre présenté ses civilités au gouverneur de la province du Congo central, Grace Bilolo. Ensemble, ils ont discuté sur l'objectif global de sa mission d'itinérance dans cette partie du territoire national. L'identification de biens des anciens combattants, mais également voir dans quel état les anciens combattants se trouvent, conditions de travail de ceux qui travaillent au sein du ministère des anciens combattants. Ici, nous revendiquons les droits des anciens combattants. La délégation conduite par le ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants, Eliezer Tamboué, a pris la direction de la ville de Boma pour poursuivre sa mission d'itinérance dans ce coin du pays. Retour à Kinshasa, affaire braquage Raobank, on en parle dans ce journal. 8 militaires jugés pour traitement dégradant sur Honorine Porsche, présumée braqueuse. À cela s'ajoute le procès de l'adjudant et Babi, jugé en procédure de flagrance en foraine pour diffusion des images compromettantes dans les réseaux sociaux. Images et commentaires. Le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré, a tenu ce lundi 27 octobre 2025 une audience publique dont l'affaire opposant l'auditeur militaire ministère public contre l'adjudant personnel militaire féminin et Babi Bongama Blanche Sarah, secrétaire adjoint du département de sécurité militaire à l'état-major du renseignement. Cette dernière est poursuivie pour violation des consignes contenues dans les télégrammes du chef d'état-major général du 23 décembre 2021. Les contenus de ces télégrammes interdit à tout militaire des FARDC de s'afficher en tenue, de publier des selfies, des documents militaires, des images non autorisées, des propos, des logos, des caricatures portant atteinte à l'honneur, à la dignité, à la crédibilité des FARDC dans les réseaux sociaux. À en croire l'organe accusateur, la prévenue adjudant et Babi a été interpellée et mise à la disposition de la justice après avoir publié des photos et des vidéos devenues virales dans les médias sociaux TikTok. Dans son plaidoyer, l'avocat de la prévenue a sollicité les renvois de l'audience à la huitaine pour manque d'éléments. En réponse, le ministère public a précisé qu'en matière de flagrance, ce sont les faits qui parlent. Ainsi, il a sollicité du tribunal la visualisation de ces images. La prévenue adjudant et Babi a nié être auteur de la publication. Sa défense a alors demandé la comparution du photographe des Raussures. Sachant bien que vous serez poursuivi pour ça, quelle a été votre réaction? Vu que ce n'est pas moi qui ai publié, l'infraction est individuelle.
C'est pas moi qui ai publié la vidéo. Pour éclairer les tribunaux, le président du tribunal, le major Safari Christian, a suspendu l'audience pour permettre aux photographes du studio Rausir de comparaître ce mardi 28 octobre à 9h devant les tribunaux. Ces procès organisés en flagrance doivent servir de pédagogie aux militaires responsables des abus dans les réseaux sociaux. La RDC veut s'inspirer du modèle serbe pour développer ses milieux ruraux. En mission officielle en Serbie, le ministre d'État en charge du développement rural, Grégoire Muchai-Mutombe, a visité quelques entreprises de production des engrais, des fabrications et assemblage des tracteurs, de purification et gestion d'eau et de production d'acide phosphorique. Marie Kalong nous en dit un peu plus. La Serbie, pays de l'Europe situé au sud de la péninsule des Balkans, dispose des terres fertiles pour diverses cultures telles que maïs, blé, tournesol, betteraves sucrières et pratique aussi l'élevage. L'agriculture serbe est un secteur clé de l'économie. Le ministre d'État du développement rural, ingénieur Grégoire Muchai-Mutombe, est allé sur place pour s'inspirer du modèle serbe afin de booster le développement des milieux ruraux et attirer les investisseurs à travers un partenariat public-privé. Ingénieur Grégoire Muchai-Mutombe a pour se faire visiter plusieurs entreprises telles que l'entreprise FPM Agro-Méhanica, spécialisée dans la fabrication et assemblage des tracteurs. L'entreprise Mine Group, elle, est spécialisée dans la desserte en eau potable, et Exil Group, une entreprise implantée sur la rivière Danube en Serbie, est spécialisée dans la production de l'acide phosphorique. Accompagné de l'ambassadeur de la RDC en Serbie, le ministre d'État du développement rural, ingénieur Grégoire Muchai-Mutombe, a salué la détermination à créer de l'emploi et surtout à contribuer dans la stabilisation de l'économie du pays. Nous sommes très contents de visiter la Serbie. C'est un projet, le chef de l'État a voulu à ce que nous puissions faire. C'est un voyage de titre qui nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Comment fonctionne le développement rural dans d'autres pays, visiter les routes, visiter la desserte en eau potable et visiter aussi des entreprises qui fonctionnent dans les milieux ruraux. Comment ça fonctionne avec la population. Vous savez, si nous n'avons pas des entreprises dans des milieux ruraux, il y aura toujours l'exode rural qui se fera chaque jour jusqu'au moment où il ne restera que de vieilles personnes dans nos milieux ruraux. Le patron de développement rural, ingénieur Grégoire Muchai-Mutombe, poursuit son périple en Serbie. Question de développer les milieux ruraux en République démocratique du Congo. À la primature, la chef du gouvernement, Judith Suminwa-Tuluka, a reçu hier lundi le représentant de l'UNICEF en RDC, John Agbor. Objectif, harmoniser les priorités de l'agence onusienne pour renforcer l'éducation, la santé et la protection des enfants congolais, ainsi que l'enregistrement des naissances. Emmanuela Commissaire, reportage. C'est une première rencontre placée sous les signes du partenariat pour le bien-être des enfants congolais. L'éducation, la santé et l'enregistrement des naissances figurent parmi les axes prioritaires évoqués. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka a reçu ce lundi le représentant de l'UNICEF en RDC, John Agbor, qui a salué les efforts du gouvernement, notamment la gratuité de l'enseignement primaire et les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Et donc on est revenu sur les grandes priorités de l'UNICEF en RDC dans les prochaines années. Et puis on a échangé aussi sur qu'est-ce que le gouvernement pense en termes de priorités, les grandes priorités. L'UNICEF réaffirme son engagement à poursuivre son appui aux côtés du gouvernement afin de permettre à chaque enfant, en particulier les filles, d'aller à l'école et de bénéficier de soins essentiels. L'éducation, un peu plus en général, hein, la jeune fille congolaise, avec une grosse composante sur l'éducation de la jeune fille. C'est comment vraiment accompagner le gouvernement. Il y a 2 semaines, le ministre de l'Éducation nationale qui avait participé à ce sommet des jeunes filles à Dakar a présenté au niveau du Conseil des ministres par rapport à un roadmap qu'il fallait développer et un pacte par rapport au financement de tout ce qui comprend la jeune fille, y compris une grosse composante de l'éducation. Comment est-ce que l'UNICEF va les accompagner par rapport à ça? Cette rencontre a été marquée par une convergence de vues et une volonté commune d'améliorer les conditions de vie des enfants congolais. Hérodé Panda nous fait revivre en image le reportage relatif à l'ouverture de la nouvelle année académique 2025-2026 à l'ISTEM avec l'accueil de nouveaux étudiants. Regardez.
Conformément aux instructions de la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche et scientifique, l'année académique 2025-2026 à l'ISTEM Kinshasa est désormais effective. La journée le lundi 27 octobre 2025 a été consacrée à l'accueil de nouveaux étudiants inscrits essentiellement dans les classes des premières années de licence LMD. Mettre l'étudiant au cœur de la vision et de toutes les priorités pour une formation de qualité et d'excellence, c'est le leitmotiv du comité de gestion dirigé par la professeure Joséphine Ntumba Kankolongo, directrice générale de l'ISTEM Kinshasa, qui a trouvé belle occasion pour conscientiser de nouveaux venus à faire de la formation une vie et non une préparation à la vie. Nous comptons enseigner autrement, administrer autrement. Nous comptons faire de la recherche autrement. Nous avons un programme axé réellement sur les besoins de la société. La pratique doit primer. Très prochainement, nous deviendrons Haute École des sciences de la santé. Le secrétaire général académique, le professeur Basila Bilengue, a saisi cette opportunité pour inviter les nouveaux apprenants au travail et au sens des responsabilités. Ces futurs professionnels en sciences de santé ont reçu donc des sages conseils pour dire: si en forgeant on devient forgeron, c'est en étudiant que l'on devient réellement étudiant. Ça fait partie de la sagesse africaine. Quand tu arrives dans un pays où on ne t'accueille pas, ferme tes bagages et rentre. Et c'est un livre que j'ai écrit, La théorie de la lettre A. Tout passe par la lettre A. Aujourd'hui, ils viennent de faire le premier pas, on les a accueillis, on va les accompagner. Les nouveaux étudiants ont été édifiés par la présentation de différentes filières organisées au sein de l'ISTEM Kinshasa et l'engagement affiché par les professeurs pour cette nouvelle année académique. Direction Congo central, accompagné des inspecteurs adjoints chargés des ressources et administration financière, l'inspecteur général Hubert Kimbonza a échangé avec les inspecteurs principaux provinciaux de l'éducation et leurs adjoints. C'était en fait pour donner les directives en vue d'améliorer la qualité dans leur travail. Images et commentaires. C'est dans le but de garantir l'objectivité et la rigueur que les inspecteurs principaux provinciaux et leurs adjoints du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté ont été conviés à une séance d'orientation tenue par l'inspecteur général Hubert Kimbonza Sefou. Une particularité pour cette année, nous avons voulu que l'œil de Cerny de Madame le directeur chef de service Inzoun soit mise à profit à travers ces collaborateurs qui sont sur le terrain et que les C7 ne soient plus l'objet de critiques de la part des communs de mortels. Que tous les inspecteurs respectent les grandes lignes qui sont tracées par son Excellence Madame le ministre d'État. Qu'ils fassent les C7 sans une simple demande d'un rang. Nous avons eu à expliquer aux nouveaux inspecteurs, ceux qui viennent pour la toute première fois comme inspecteurs principaux provinciaux, qu'ils sachent s'intégrer dans les groupes, qu'ils de temps en temps aillent vers leurs autorités, leurs IPP, pour leur demander là où il y a des difficultés pour comprendre. Ces inspecteurs sont conviés à faire correctement leur travail. Question de mettre fin aux antivaleurs qui s'observent encore dans certaines écoles de la République démocratique du Congo. Merci Anastasie Doumbou. Et puis cette communication de l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kasséa, c'était en fait en rapport avec la télé organisée dernièrement par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur sur la paix dans les installations des provinces, gage du développement. La communication de l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kasséa, était parmi les points inscrits à l'ordre du jour de la séance plénière du vendredi 24 octobre 2025. Elle a porté sur l'acte d'engagement au mécanisme de fonctionnement et de stabilisation des institutions provinciales signé lors de la télé organisée à Kinshasa sous la houlette du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. L'Assemblée provinciale du Lualaba soutient cette démarche. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a transmis officiellement par un message télégramme à toutes les parties prenantes à ces assises l'acte d'engagement signé par ces derniers. Je demande pour ce faire à l'honorable rapporteur de nous lire les deux documents. En cette période cruciale et existentielle qui traverse notre nation, prenant en compte le fait que les perturbations récurrentes
du bon fonctionnement des institutions provinciales dû principalement à un usage abusif et répétitif d'émotions, de défiance et de censure entraîne l'instabilité et le blocage dans la gouvernance provinciale. La paix est le socle de tout développement. Et dans le Haut-Touélé, l'honorable Jacques Sangba, député provincial, lui, est déterminé à en finir avec les écoles en paille dans les territoires des Rungu, où il a lancé les travaux de construction des écoles dans la chefferie Azanga. Nathalie Mboula, reportage. Après les écoles de groupement Mangbetu et Mavome en chefferie Azanga, c'est le tour de celle des groupements Mandima et Nyaku dans la même chefferie de recevoir la caravane de lutte contre les écoles en paille dans les territoires de Rungu, même là où l'accès est périlleux. À la tête de cette caravane, le jeune honorable Jacques Sangba Nekingbo, député provincial, rapporteur adjoint à l'organe délibérant du Haut-Touélé. Mais ici, il agit au nom et pour le compte de la fondation qui porte son nom et dont il est le président du conseil d'administration. Dans les deux entités, plusieurs écoles construites en paille sont ciblées à la grande satisfaction des parents et enseignants qui attendent de voir leurs conditions de travail et d'apprentissage s'améliorer. Nous, parents de la chefferie Azanga, nous glorifions, rendons grâce à l'Éternel pour l'accomplissement de votre promesse lors de la campagne électorale passée. Nous vous promettons que nous sommes derrière vous pour nos soutiens. Ce jour d'aujourd'hui nous reste inoubliable et gravé dans nos cœurs pour ce lancement une de vos œuvres bénies dans les territoires de Rungu. Merci pour le papa honorable. L'honorable Jacques Sangba Nekingbo d'inviter toute la population de Rungu à toujours soutenir le chef de l'État qui reste sa seule source d'inspiration. On ne doit pas avoir des écoles à paille dans les territoires de Rungu. Raison pour laquelle vous me voyez à tout moment sur le terrain. Donc les soucis qui nous animent plus, c'est les soucis là d'aider la population pour aller de l'avant. Que la population puisse soutenir d'abord le chef de l'État. On a vu un programme d'action initié par le chef de l'État. Ce programme s'appelle PEDER. S'il y a une construction des écoles, cela ne suffit pas. Raison pour laquelle nous sommes ici. Et dans les territoires d'Irumu, précisément à Nyakunde, nous sommes dans la province de l'Ituri. La paix retrouvée s'est traduite par la reprise progressive des activités socio-économiques. Le marché local surnommé La Vente devient un véritable carrefour d'échanges entre communautés longtemps divisées par les conflits armés. Sarah Mugiza, reportage. Au marché de Nyakunde, l'avance de bétail bat désormais son plein. Situé au cœur de la chefferie des Ondisoma, il constitue un levier de paix et un point de rencontre pour les communautés issues des différentes localités du territoire d'Irumu. Certains commerçants expriment leur satisfaction et reconnaissance suite à l'amélioration du climat sécuritaire. Le marché fonctionne bien. Il n'y a pas de propos tribalistes. Nous vivons bien tous ensemble dans la paix. Tout se passe désormais dans le calme. Quiconque craignait encore Nyakunde ne doit plus s'inquiéter. Pour les vice-présidents de jeunes de Nyakunde, cette reprise des échanges entre communautés est un signe fort de normalisation. Il salue le retour progressif des confiances après plusieurs années marquées par l'activisme des groupes armés. Nous sommes à Nyakunde, nous passons la nuit à l'aise, nous mangeons à l'aise. Il y a aussi les gens de vers Chinakilim. Il y avait des gens qui ne fréquentaient pas Chinakilim, mais cette fois-ci, nous avons beaucoup des aliments qui proviennent de Chinakilim. À tout cas, moi, je remercie l'état de siège. Son Excellence, M. le gouverneur de la province de l'Ituri, a travaillé. Nous sommes censés d'accompagner les visions des chefs de l'État et surtout d'accompagner sur les visions de Son Excellence, le monsieur le gouverneur de la province de l'Ituri. À Nyakunde, la paix n'est plus un rêve, elle sévit. Le marché de vente en est l'un des témoins les plus visibles, preuve que lorsque la sécurité revient, la vie reprend. Et avec elle, l'espoir d'un avenir meilleur pour toutes les communautés. Culture, c'est une compétition qui en est en sa toute première édition. Miss Taille récompense la beauté du Nord Kivu, la cérémonie des remises des prix de cette première édition à travers ses reportages.
La cérémonie officielle de remise des récompenses aux lauréates du Congo Miss Taille à province du Nord Kivu s'est déroulée à l'hôtel de ville de Butembo et a rassemblé fonctionnaires, cadres de l'administration publique et une frange de la population locale. La grande récompense a été remportée par Esther Kavu-Onyonyo, gagnante de ce concours Miss Taille de l'édition 2025. Il s'agit d'une voiture Mercedes dont les clés lui ont été remises officiellement par le maire de ville de Butembo. Submergée par l'émotion, elle a exprimé sa gratitude pour cet honneur, tout en promettant de représenter avec dignité les valeurs de paix et de la cohésion sociale prônées par le Nord Kivu à travers cet événement. L'activité portait le nom de Amani Kwetu, qui veut dire que nous voulons la paix. Et je nous appelle à apporter la paix. Ces deux dauphines ont quant à elles reçu chacune une moto Boda Boda, symbole d'encouragement à leur engagement, à plus de prix, des certificats de mérite signés par Madame Priska Luanda Kamala, conseillère du gouverneur, à charge notamment des affaires culturelles et touristiques, ont été décernés à toutes les lauréates. Le commissaire supérieur principal, Roger Moabaye Kiteli, maire de Butembo, et Franck Mumbere Mukenzi, président du conseil urbain de la jeunesse, ont salué cette initiative en faveur des jeunes du Nord Kivu. Nous sommes très honorés par cette présence des différentes candidates. Et c'est pour cela qu'il fallait que ces secteurs, ces domaines, ces compétences soient aussi accompagnés. Et c'est pour cela que nous sommes très ravis. Ce concours Miss Taille à Manikwetu a été organisé par le gouvernement provincial du Nord Kivu en partenariat avec les salons Francisca dans le cadre de promouvoir la paix via la beauté féminine. Et sur le continent, l'actualité est marquée par des événements politiques, notamment l'élection de Paul Biya au Cameroun et celle d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Paul Biya a remporté ses scrutins avec 53,66% de voix, selon les résultats officiels annoncés par les conseils constitutionnel. Et de son côté, Alassane Ouattara, lui, a été élu avec 89,77%. Les résumés de ces événements avec Regan Shindan. Le week-end dernier, près de 8 millions de Camerounais et plus de 30 millions d'Ivoiriens ont voté pour choisir leur président. En Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante crédite le président sortant Alassane Ouattara de 89,13% des suffrages exprimés selon le résultat partiel. Lui a 83 ans d'âge. Sa principale adversaire, Simone Eveille, l'ex-épouse de Laurent Gbagbo, n'a récolté que 3,55%. Ouattara s'achemine ainsi vers un 5e mandat consécutif, suscitant à la fois satisfaction de ses partisans et inquiétude dans certains cercles de l'opposition. Au Cameroun, Paul Biya, 92 ans, rempile pour un 8e mandat consécutif avec 53,66% de voix contre 35,19% pour son principal opposant, Issa Chiroma Bakari, selon le résultat publié par le Conseil constitutionnel. À l'issue de ces scrutins, des échauffourées ont éclaté dans plusieurs villes à l'annonce des résultats, faisant au moins 2 morts, selon l'opposition, bilan alors provisoire. Dans les 2 pays, ces scrutins confirment la résilience des régimes en place, mais ravivent aussi les débats sur l'alternance démocratique en Afrique. Un mot de sport dans ce journal avec de l'athlétisme. Les 24e championnats nationaux de la discipline ont vécu une clôture en douceur et significative au stade des Martyrs, marquée surtout par la visite de Céline Moussangu, ancienne athlète du lancer de javelot. Willy Kandé et Bonner Mafouana. Reportage. Les médaillés de la Ligue d'athlétisme de Kinshasa, participant aux 24e championnats nationaux de la spécialité, ont été honorés par la présidente de la fondation Agissons Ensemble, l'ancienne athlète Céline Moussangu. Sans la Lidakine, la fédération va marcher avec beaucoup de difficultés. Ma prière est que vous devez marcher dans l'amour, parce que là où il y a l'amour, il y a la paix, il y a le pardon, il y a le progrès, il y a les minima, parce que nous, dans l'athlétisme, on cherche les minima. Et la performance.
Parce que quand tu t'entraînes sans minima, donc là tu ne fous rien. Il faut vraiment se donner et surtout il faut aimer aussi l'athlétisme. Et ce que je vais dire encore à nos dirigeants, et quand vous encadrez la jeunesse, il faut avoir l'amour. Et surtout quand il y a l'argent, il faut penser aussi aux enfants. Parce qu'il y a d'autres enfants qui viennent de loin, ils viennent peut-être à pied. Pour venir au stade, il faut qu'ils commencent à faire le footing là-bas. C'est par le biais de sa fondation que Céline Mousangou a remis des enveloppes consistantes aux athlètes de cette ligue. Les tours de kiosques à journaux à présent avec Jean-Pierre Ndolo Demazou dans cette revue de presse. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du mardi 28 octobre 2025. Ratification de paix à Washington, Kinshasa et Kigali s'apprêtent à tourner la page des tensions, annonce frais thématique. Après plusieurs reports, la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda se déroulera finalement le 13 novembre à Washington, soutenu par les États-Unis et le Qatar. Cet accord représente un jalon important dans le processus de réconciliation entre ces deux voisins, historiquement en rivalité. Initialement programmée pour le 27 juin, la cérémonie de signature de l'accord de Washington mettra fin à un processus diplomatique actif qui a débuté en avril 2024. La fin d'Ebola pourrait être déclarée dans 34 jours, annonce le ministère de la Santé, relayé par mediacongo.net. Lors d'une réunion organisée lundi 27 octobre 2025 à Kinshasa, le ministre de la Santé, Roger Samuel Kamba, a indiqué que la fin de la maladie à virus Ebola pourrait être officiellement annoncée dans 34 jours. Il a indiqué que cette annonce pourrait se faire à condition qu'aucun nouveau cas ne survienne d'ici là. Les équipes sanitaires restent cependant mobilisées pour surveiller les zones touchées. Au moins 13 morts dans un nouvel incendie à Bukavu, révèle 7sur7.cd. Le drame est survenu la nuit de dimanche à lundi 27 octobre 2025 sur l'avenue Maendeleo au quartier Monsala en commune de Kadutu à Bukavu au sud Kivu. L'information est confirmée par le chef de quartier Monsala, Patrick Loubala. À l'en croire, les 13 corps sans vie déjà identifiés sont membres de 2 familles parmi celles victimes de cet incendie. Il précise qu'au total, 8 maisons ont été calcinées et 4 autres détruites pour limiter la propagation du feu. Paulin Lendongolia perd son fauteuil de gouverneur de la Chopo, titre ouragan.cd. Les députés provinciaux de la Chopo ont mis un terme au mandat de Paulin Lendongolia à la tête de l'exécutif provincial. Réunis lundi en séance plénière, les 18 élus présents à l'hémicycle ont voté pour la motion de déchéance introduite il y a une semaine. Ils ont ainsi acté sa démission. 10 de leurs collègues ont choisi de boycotter la plénière du jour. Ce résultat consacre la fin d'un épisode politique tendu marqué par des accusations récurrentes de détournement et de mauvaise gestion financière. En nouvelle, les Léopards Dames de la RDC jouent leur va-tout, c'est mardi, donc aujourd'hui, 28 octobre 2025, à Johannesburg, au stade Donsonville, à 18h heure de Kinshasa, en match retour du dernier tour des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de la spécialité face au Banyana d'Afrique. Voilà qui referme cette édition des 13h30. Merci à vous de l'avoir suivi en ma compagnie. Merci aux différentes équipes, à la régie, à la rédaction, à la technique. Grand merci également à tous les héros dans l'ombre. Excellente suite des programmes sur la télévision nationale.